Voilà. Alors, je sais pas du tout comment, ça se présente, hein. Je sais pas si on va voir les gens se connecter. Ah, 15 personnes déjà. Oui, il y a bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, bah, je vois que vous êtes, hyper ponctuels parce que, à peine j'ai cliqué sur le bouton en direct, vous étiez connectés. Alors ce qui pourrait être intéressant, on va attendre un petit peu, que, les gens se connectent avant de commencer le webinaire. Donc souvent ce que je pose comme question, d'ailleurs c'est écrit sur le slide, c'est, est-ce que vous pouvez nous dire, où vous êtes? D'où vous vous connectez? Sachant que, j'ai compté 30 pays différents. Dans le formulaire que vous avez rempli, vous savez, il y avait un champ pays à renseigner et donc j'ai trouvé 30 pays nota ce qui m'a le plus impressionné, c'est Polynésie française, parce que là, on est quand même en plein milieu de l'océan Pacifique, mais je pense pas que cette personne va se connecter. À mon avis, Oui, il est peut-être un peu tard, non? elle s'est inscrite, ou il s'est inscrit à mon avis pour avoir le replay. Heu, alors Comme je le disais à Solène, c'est la première fois que j'utilise cette app pour faire nos webinaires, donc je ne sais pas où sont les chats. Ah voilà! C'est bon, j'ai trouvé. Arabi, Hélène, Steph, Melbourne. Alors vous allez voir, j'ai des petits trucs comme ça qui me permettent d'afficher sur l'écran ce que vous écrivez, donc attention à ce que vous écrivez, hein. Eliane à Abu Dhabi, c'est super, super, super. Bon, 15 personnes connectées. On a eu une centaine d'inscriptions, donc en général, il y a, allez, 25%, 30% des gens qui se connectent quand on a un peu de chance. Puis souvent, Ouais, généralement le ROI c'est 30%, hein. 30%. Ouais. Qatar, Arabie. Alors Arabie, c'est, Riyad, Jeddah, il y a une troisième ville très connue, en Arabie Saoudite, je sais plus laquelle c'est. Riyad, Jeddah. Donc vous pouvez voir là, j'ai mis la carte, hein, je me suis amusé à faire une petite carte pour montrer un peu, où les gens s'inscrivaient. C'est un peu l'ADN, on va dire, d'Axiom Académique. Ah, Daman! C'est un peu l'ADN d'Axiom Académique, c'est, d'être très international, très global. Donc, c'est aussi pour ça qu'on on existe. C'est pour proposer des services, à tous les Français qui vivent partout, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc, hem, on s'est bien préparé pour le webinaire. Juste pour vous donc, ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une toute petite présentation, d'Axiom Académique. Vous allez voir, c'est 4 slides, c'est très rapide, mais c'est vraiment pour, situer un peu, bah, voilà, qui on est et pourquoi est-ce qu'on fait ces webinaires aussi. Vous allez voir que tout est lié. Heu, alors, ah, c'est marrant ça. Impossible de publier des commentaires sur certaines destinations. Donc il y a des pays qui sont, où j'ai pas le droit de partager. C'est marrant ça. Bon. Hem, alors, oui, alors autre chose très important, c'est interactif, hein, donc si vous voulez, poser des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je les ferai afficher comme ça, sur l'écran. Comme ça, Solène pourra les voir et si elle veut y répondre, hein, Solène? Oui, oui, non, oui, aucun problème pour répondre au fil de l'eau, Aux pas de nouvelles problème. personnes qui se sont connectées, vous pouvez nous dire d'où vous êtes? Melbourne, alors j'ai quand même pas souligné, hein, Melbourne, pas mal, hein, parce qu'il doit être Bah oui, il est tard. quelle heure là à Melbourne là? Il doit être, au moins 22 heures. Non, peut-être moins. Hem, En fait, il faut mettre son écran en petit pour voir le chat. Ah, Vietnam! Super. Vietnam, Ho Chi Minh, ou Hanoï ou autre, hein, mais c'est vrai qu'en général, c'est Dubaï, Marie. Bonjour Dubaï, bonjour Dubaï. Alors je sais pas si vous savez, mais Dubaï, c'est l'endroit le plus, où il y a le plus de lycées français et d'écoles internationales au monde. 500 établissements, français, IB, UK curriculum, donc un curriculum britannique. C'est un bah, c'est la Mecque, on l'appelle, de l'éducation. Donc il se passe plein de trucs hyper intéressants à Dubaï. Beaucoup de R&D aussi dans le domaine de l'éducation et ça, on n'en parle pas beaucoup. Oui, il y a un grand, tous les ans, il y a une grande conférence éducation, là-bas, Bon sur, alors, tout ce qui est innovation. on est
Ça oscille entre 16 et 20 personnes connectées, donc je connais pas, je sais pas, 20h30, 21h30 à Melbourne. Je pense qu'on va On va commencer, démarrer? ouais, on va démarrer. Donc comme je vous disais, je vais vous présenter très rapidement Axiom Académique. L'intérêt, c'est quand même d'écouter, Solène et pas moi, parce que bon, j'ai des trucs à dire aussi, mais ce sera dans un autre webinaire. Donc nous, Axiom Académique, on est une agence de soutien scolaire, voilà. Rien de très classique finalement, mais ce qui n'est pas classique, c'est qu'on s'est, spécialisé dans le recrutement et dans le développement de nos services, à l'étranger. Donc ça fait, plus de 10 ans qu'on existe. On a accompagné des milliers d'élèves, sur tous les continents. Donc je vous invite à aller voir notre site internet si vous ne connaissez pas encore, vous allez voir, c'est pas mal fait, c'est moi qui l'ai fait. Ce qu'on propose donc c'est du soutien scolaire pour tous les curriculums, internationaux, donc lycée français, IB, donc c'est le International Baccalaureate. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner, c'est un super curriculum, qui ouvre les portes des universités américaines, anglaises, australiennes, donc c'est super. On fait de l'accompagnement CNED et on propose des stages pour le moment qu'à Dubaï parce que, voilà, pour le moment, on est très mature sur le marché de Dubaï, donc on arrive à proposer des services un peu plus, on va dire, un peu premium. Et le curriculum britannique également, il y a beaucoup de familles, françaises ou binationales qui choisissent, d'inscrire leurs enfants dans des écoles internationales et qui suivent du coup un autre curriculum que le curriculum français, notamment, dans les pays où il y a des lycées français qui ne peuvent pas accueillir, il y a trop de demandes, il y a trop de familles, il y a trop de familles, ils peuvent plus accueillir les enfants. Donc du coup, voilà, il y a l'option des écoles internationales qui, souvent retient l'intérêt des familles. Donc on a créé aujourd'hui, une vraie équipe, locale dans 14 pays. Donc je ne vais pas les citer, mais ça commence à New York et ça termine à Sydney. Et donc 14, directeurs d'agence, des conseillers pédagogiques, des équipes de profs qui, c'est la particularité d'Axiom, c'est qu'on propose des cours à domicile. En ligne évidemment, aussi, si vous préférez, mais on est capable de fournir des services de soutien scolaire à domicile, donc dans 14 pays avec des vrais profs qui se déplacent vraiment chez vous et qui sont, français, francophones. Enfin, je précise parce que c'est vrai que quand on est à Ho Chi Minh, à Singapour, à New York, chercher un professeur particulier, en ligne, c'est plutôt facile. Vous cliquez sur Google et il y a plein de services, mais à domicile, c'est un petit peu plus, voilà, c'est notre, on va dire, notre vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres agences. Une expertise internationale et une vision pédagogique. Évidemment, on connaît parfaitement les curriculums, on connaît parfaitement, les procédures d'admission aussi dans les écoles, et dans les universités. Heu, Depuis 2024, on propose des services d'orientation scolaire également. On a été rejoint par une ancienne, proviseure d'un lycée français, et c'est elle qui aujourd'hui dirige le département action orientation. Donc on propose des bilans d'orientation et de l'accompagnement Parcoursup. Voilà, donc normalement c'est mon dernier slide. Voilà, ça c'est pour avoir plus d'informations. Vous pouvez, scanner le QR code. C'est, alors un peu trop tard pour Parcoursup, hein, parce que je crois que les vœux, c'était, jusqu'au début avril. Alors je ne vais pas dire de bêtises, si vous avez des enfants qui sont en C'était terminale, la vous semaine aviez, dernière. voilà, la semaine dernière. Donc, mais par contre, on fait quand même, c'est encore le moment de faire des bilans d'orientation. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes, enfin vous, heu et surtout vos enfants, hein. Parce que, ça s'adresse évidemment aux collégiens et aux lycéens. Voilà, donc je vous avais promis que ce serait pas trop long. Maintenant je vais laisser, Solène, parce que je pense que c'est pour, elle que vous êtes là, vous présenter le webinaire «Découvrir, ses forces pour choisir sa voie». Je répète, hein, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra. Et à la fin aussi d'ailleurs, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit temps de discussion, pour échanger, voilà, tout simplement avec vous. Donc vous pourrez poser des questions aussi à la fin. Alors voilà. C'est bon? Ouais, c'est C'est à bon. moi?
Super. Et ben, merci beaucoup, Constantin, de m'avoir, donné, l'opportunité, de, vous partager, ma passion pour, les soft skills. Donc, l'objectif, de ce, webinaire, c'est, de vous présenter, les différentes, manières, 1 d'identifier ces soft skills, 2 de les développer et donc de les faire, rentrer, dans les parcours d'orientation. Donc je vais, déjà, dans un premier temps, vous expliquer ce que c'est, les soft skills. Même si, quand on est à l'international, on sait souvent un peu plus que quand on est, en France. Pourquoi est-ce que ça peut être un atout et c'est clé pour l'orientation? Comment les détecter, les valoriser et comment un petit peu les intégrer, dans, les, bilans d'orientation, de vos enfants. Alors, avant, ça, je vais vous raconter, mon histoire, et vous expliquer, comment je suis tombée un peu amoureuse des soft skills, même si je pense que, c'est quelque chose que j'ai, toujours adoré, puisque, je pense que je suis passionnée des compétences humaines depuis le collège, quand je suis tombée dans les Zola et les Rougon-Macquart et j'adore, regarder comment les humains interagissent, j'adore être à la plage, j'adore être au restaurant pour observer les gens, j'adore être sur les stations-service, où on voit les interactions sociales et humaines et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais c'est quelque chose que j'ai, vraiment, pu, verbaliser, et connaître, en 2005. Donc 2005, je passe un entretien, et le recruteur n'a pas mon CV. Il n'a pas mon CV sur la table et il me pose 3 questions. La première question qu'il va me poser, c'est, pouvez-vous me parler d'un projet dont vous êtes fier et comment vous avez fait pour le réaliser? Et là, il testait, ma persévérance, ma volonté d'aboutir, comment j'allais au bout des choses. La deuxième question qu'il m'a posée, c'est: «Pouvez-vous me donner un exemple où vous avez dû travailler avec des gens différents de vous et comment vous vous êtes adapté à eux?» Heu et là, en fait, il, testait, ma capacité à m'adapter aux autres et mes capacités de collaboration et de flexibilité. Et la troisième question, qui était pour moi la plus lunaire, il me dit: «Vous avez 5 minutes pour me préparer ce sujet. Pouvez-vous me donner la définition de la nationalisation, me dire quels en sont les avantages et les inconvénients, et que feriez-vous si vous étiez ministre de l'économie avec la nationalisation?» Au début, je me suis dit: «Oh là là, ils veulent savoir, quel est mon bord politique», mais non, en fait, c'était pas du tout ça. Il n'y avait ni de bonne ou de mauvaise, réponse. C'était uniquement pour voir comment je prenais un sujet et comment je le décortiquais. Donc l'idée, c'était, voilà, est-ce que, j'avais une pensée fixe et comme on parlait de la nationalisation, je n'allais voir que des impacts liés à l'économie? Ou est-ce que j'avais une pensée un peu plus en arborescence et j'allais voir des impacts, liés, je sais pas, à, l'environnement, à la société, à la médecine, au statut social et cetera. Et donc, suite à ça, donc j'ai eu 2 entretiens, ce que j'appelle, de fit culturel avec, des salariés et puis on m'a dit: voilà, vous êtes prise et on a des jobs au RH, à la finance, à la supply chain, au marketing. Par quoi voulez-vous démarrer votre carrière?» Donc cette entreprise, elle s'appelle Shell. C'est une entreprise anglo-néerlandaise. Peut-être que, il y en a certains ici qui bossent pour cette boîte. Et en fait, il y a un écho. Ah. J'ai, hem j'ai décidé, d'aller dans les ressources humaines parce que j'avais un parcours RH et on va dire que j'ai fait ma française. Je me suis dit: «Si jamais que je sors de cette entreprise et que je fais un parcours en zigzag, ça ne sera pas bien vu, dans le marché du travail français» et donc je suis restée dans les ressources humaines et c'est là que j'ai, découvert qu'en fait, le recruteur avait uniquement, testé mes compétences humaines et j'ai découvert que, au sein de cette entreprise, il y avait un curriculum des soft skills avec 12 soft skills obligatoires à développer chaque année qui allaient de la curiosité à, au growth mindset, en passant par la collaboration et donc j'ai développé et cultivé mes soft skills, pendant mes, 13 années là-bas et ce qui s'est passé, c'est qu'en
2017, j'étais DRH en charge de la stratégie des centres de services partagés. Donc, c'est 15 000 collaborateurs en Europe, Asie et Afrique qui vont faire toutes les activités les plus transactionnelles de l'entreprise, contact client, fournisseur, achat. Et on m'a demandé de travailler sur l'impact de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur le type de profil et de compétences dont on aurait besoin à 2025-2030. Et en travaillant là-dessus, j'ai découvert que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore et que toutes les ONG recommandaient de développer les soft skills dès le plus jeune âge pour préparer les enfants. Moi, j'avais développé une expertise dans l'identification des soft skills. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais aussi présidente d'une crèche parentale associative, donc je m'intéressais beaucoup à ces sujets d'éducation. Et donc, j'ai décidé de quitter Shell en 2019 pour créer SoftKids, qui vise à développer les soft skills des enfants à la maison et à l'école, du CP à la terminale. Voilà un petit peu pour vous expliquer mon background. Donc maintenant, on va arriver au vif du sujet. Donc, je vais vous parler des soft skills et pourquoi elles sont incontournables, de comment est-ce qu'on peut identifier les compétences humaines de nos ados, comment est-ce que le bilan d'orientation peut révéler ces compétences et comment les intégrer. Et puis à la fin, on terminera par des questions-réponses. Alors, c'est quoi les soft skills? Donc moi, j'utilise tout le temps le terme soft skill parce que je trouve que c'est plus simple, tout le monde comprend. Ou bon, des fois on va dire social and emotional skills en anglais. En français, on va dire les compétences humaines, le savoir-être, les compétences psychosociales, les compétences socio-comportementales. Mais moi, je prends la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'OMS, elle nous dit il y a 3 grands domaines de compétences dans les soft skills. Le premier, c'est les compétences cognitives. Donc, par exemple, avoir confiance en soi, apprendre à apprendre, développer son esprit critique. Le deuxième grand domaine de compétences, ça va être les compétences relationnelles, comme savoir résoudre des conflits ou savoir collaborer. Et le troisième, ça va être les compétences émotionnelles, comme par exemple savoir accueillir ses émotions ou développer de la résilience. En fait, ça c'est les trois grands domaines. Et en fait, l'OMS nous dit aujourd'hui, il faudrait que tous les enfants du monde développent leurs soft skills 3 heures par semaine, 2 heures à la maison et 1 heure à l'école. Autant vous dire que c'est pas du tout le cas aujourd'hui dans la plupart des pays du monde et surtout en Europe. Et pourquoi est-ce que l'OMS nous dit ça? Pourquoi est-ce qu'ils nous disent il faut que les enfants développent les soft skills? C'est parce qu'en fait, il n'y a que des bénéfices qui ont été documentés par la recherche scientifique. Donc, il y a un triple bénéfice à développer les soft skills dès le plus jeune âge. Le premier, c'est la réussite académique. Donc ça a été prouvé par 2 prix Nobel qui ont travaillé sur ce sujet pendant 30 ans, qui sont Ekman and Coates. Et Ekman and Coates, ils ont suivi des enfants qui étaient dans une école qui s'appelle le Perry School Soft Skill Programme, qui est en Angleterre. Et les enfants qui ont en fait eu ce cursus, ils les ont suivis pendant 30 ans. C'est des enfants qui ont des emplois avec des meilleurs niveaux, mais aussi qui gagnent 30% de plus que ceux qui n'ont pas développé les soft skills. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a une meilleure insertion professionnelle. Sur la réussite académique, il y a un certain nombre de recherches, dont une méta-analyse qui regroupe 30 recherches dans le monde, qui montrent que quand on développe les soft skills, selon les milieux sociaux, on va gagner entre 1 à 3 mois d'école par an. C'est comme si on avait fait 1 mois pour un élève en lambda, 2 mois pour les filles, mais c'est parce que pour les filles, je pense qu'il y a un gros sujet de confiance en soi, et 3 mois pour des élèves issus de milieux défavorisés qui voient en fait non seulement leur confiance en eux augmenter, mais aussi leurs résultats scolaires augmenter de plusieurs points. Et enfin, il y a la santé mentale, et c'est pour ça que l'OMS s'empare de ce sujet. En fait, quand on va développer ces soft skills, on se sent mieux,
mieux dans ses baskets, on va dire. Et en fait, les enfants qui ont développé des soft skills comme la résilience ou l'accueil des émotions, ce sont des enfants qui, à l'âge adulte, sont moins enclins à avoir des problèmes, par exemple, d'anxiété, à prendre des anxiolytiques, etc. Et donc, ça va réduire tout ça. Et donc juste, pour, vous donner un lien, avec l'économie, le monde et cetera, les soft skills, c'est en fait un vrai levier de prévention, pour, lutter contre, le chômage, pour, avoir, moins, de dépenses, de santé dans un pays et cetera. Et il y a une énorme analyse d'économistes, qu'on appelle les économistes du savoir-être, qui disent que quand les pays investissent dans les soft skills des enfants dès le plus jeune âge, et ben 1 $ investi, c'est 18 $ de retour sur investissement pour un pays. Donc moi, je fais beaucoup de, on va dire, de plaidoyer, de militantisme pour que les soft skills soient intégrés dans l'éducation, parce qu'en fait, il y a un bénéfice individuel pour les individus qui le font, mais aussi un bénéfice macroéconomique pour l'ensemble des pays, de la société et du monde. Voilà un petit peu pour vous donner la recherche. La deuxième chose qui fait qu'il faut développer les soft skills, et ça, c'est l'OCDE qui nous le dit, c'est que en fait, on est dans un monde qui change, on est dans le VUCA ou Bunny World, les mondes volatiles, incertains, complexes, ambigus, où il y a de plus en plus d'incompréhension, d'anxiété. Tout va très, 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 très vite. Et en fait, l'OCDE nous dit, face à un monde comme celui-là, il est important de développer ces soft skills, parce que quand on ne sait pas de quoi sera fait demain, eh ben, si on développe son adaptabilité, sa résilience, eh ben, on arrivera à appréhender tout ça de manière beaucoup plus sereine. Et donc, le fait que le monde change entraîne de facto un changement dans le monde du travail. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les soft skills sont devenus incontournables, puisque 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Et la durée de vie des compétences d'un diplôme, elle est passée de 30 ans. Donc, c'est-à-dire quand vous aviez un diplôme dans les années 80, ce que vous aviez appris pendant votre année scolaire de diplôme de master, par exemple, eh ben, c'était valable pendant 30 ans. Aujourd'hui, c'est valable pendant 2 ans, voire 2 mois. L'année dernière, j'ai fait une table ronde avec le président de Dauphine et le directeur de l'ESSEC. Et le président de Dauphine disait, c'était une table ronde en décembre, et il disait, en fait, les élèves là qui viennent d'avoir leur diplôme en septembre, dans le master digital, je ne sais plus quoi, en fait, 80% de ce qu'ils ont appris n'est déjà plus d'actualité, et il faut déjà qu'ils réapprennent. Donc, face à ça, moi je dis souvent, la compétence numéro 1 qu'il faudrait que nos enfants aient, c'est apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre, parce qu'il va falloir tout le temps apprendre tout au long de sa vie. Donc, une fois que tout ça est dit et que vous avez vu un petit peu l'importance aujourd'hui de développer les soft skills, et je l'ai pas indiqué là parce qu'on est plutôt à parler de l'orientation et du choix, etc. Mais aujourd'hui, on voit aussi que les employeurs regardent les soft skills. Il y a une enquête qui est sortie chez LinkedIn, et 85% des employeurs pensent que les soft skills sont plus importants que les hard skills lorsqu'ils vont recruter quelqu'un. Donc on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, et que peut-être que sur certains métiers, je pense que ça va même supplanter certains diplômes. Sur les CV, moi je sais Ouais. qu'en 2013, déjà j'avais fait un petit encart sur mon CV en bas, Mmh. Pour où dire soft j'avais skills. indiqué mes soft skills. Alors je sais pas si, à l'époque c'était déjà, on en parlait beaucoup dans le milieu on va dire professionnel, de l'emploi. Mmh. Heu, mais en tout cas, ouais, je me souviens que c'était hyper important de souligner ça. Et ça s'invente pas, enfin parce que c'est des choses que tu découvres en entretien. Tu vois tout de suite si la personne, elle est ce qu'elle dit, quoi, en général, hein. Mmh. Enfin, c'est Ouais, c'est non, pas mais
Je pense 2013, ça a commencé à arriver, mais moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir ce sujet-là, et que je recrutais uniquement sur les soft skills, dès 2005, ça paraissait, lunaire, pour les gens qui venaient en recrutement, avec moi. Là, c'est de plus en plus le cas. C'est de plus en plus intégré aussi, dans les, écoles, supérieures. Il y a certaines écoles, par exemple, je pense, à, Léonard de Vinci, ils ont un département soft skills, les soft skills sont intégrés au cursus. Donc voilà, c'est quelque chose qui est, désormais, totalement, pris en compte. Voilà une question. Ils aident aussi à maîtriser l'anxiété et l'indécision en choix d'orientation, effectivement. Quand on a développé, les soft skills émotionnels, quand on est, capable, d'identifier que oui, là, on est anxieux, que c'est normal d'être anxieux, que c'est normal d'avoir peur parce qu'en fait, on est en train de faire des choix. On a souvent l'impression que c'est des choix, pour la vie, même si je pense que ce n'est pas le cas et je vous invite à aller regarder le post que j'ai publié sur LinkedIn hier, suite à des, propos, de la ministre de l'Éducation, nationale, en France. Personnellement, mais c'est ma vue personnelle, je pense qu'il y a, une énorme anxiété avec Parcoursup et que ça vire un petit peu au délire, on va dire. Parce que en fait, on est en train de dire à nos enfants que leur décision, pour Parcoursup, c'est, une décision pour toute la vie. Or, ce qu'on sait, c'est que, cette génération, aura, en moyenne entre 8 et 12, emplois, J'ai différents. lu ça récemment, mais bon, Co comment? j'ai lu récemment 5 que la génération actuellement qui passe le bac va avoir, mais 8 et 12, c'est encore plus et Ah en fait, alors, il y a en fait, ça dépend si tu parles de métier ou d'emploi. ah ou d'emploi, ouais, ouais, d'accord. Pas la même On va chose. avoir, ouais, non. Et encore, nous, je pense qu'on est précautionneux parce que j'avais assisté à une conférence internationale avec une Américaine où elle disait, 20. Donc Tous les ans, et vous puis en avez fait. voilà. Et puis, en fait, aussi, ce qui va être très, très différent, parce qu'il y a quand même 45 des jeunes qui veulent être indépendants. Ça, c'est très, très nouveau. Ce qui va être très différent, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont cumuler emploi indépendant avec emploi salarié. C'est-à-dire, ils vont avoir leur emploi salarié, mais à côté, ils vont monter leur petit business, et cetera. Et donc, ils pourront faire, 2 choses différentes. Voilà, donc alors maintenant on va passer, dans le vif du sujet. Comment identifier les compétences humaines, de vos ados? Donc l'étape 1, ça va être, une étape qui est en fait le socle de tous les soft skills, c'est l'estime de soi et la con et avoir confiance en soi. Pour avoir confiance en soi, faut avoir une bonne estime de soi. Et pour avoir une bonne estime de soi, faut être capable de se rendre compte de ses réalisations et des compétences que l'on a. Nous, chez Soft Kids, il y a un exercice qu'on fait, chez les primaires, mais c'est un exercice qui peut aussi être fait, chez les ados. On demande aux primaires de lister tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont nés. Et quand ils voient la liste de, j'ai appris à manger, avec un couteau et une fourchette, à faire du vélo, à marcher, à parler, à m'habiller tout seul et cetera. Déjà là, ils se disent: «Waouh, j'ai appris tout ça». Et c'est pareil, vos ados, si vous partez à partir du collège sur, toutes les choses qu'ils ont appris et en fait, ils vont se dire que oui, ils ont une capacité d'apprentissage énorme, qui va bien au-delà, d'apprendre, simplement, des matières. Par exemple, je sais pas, se responsabiliser ou, apprendre à faire, je sais pas, des pâtes tout seul, enfin voilà, toutes ces choses du quotidien vont leur permettre de voir que voilà, ils ont, des compétences, et qu'ils arrivent à acquérir, des nouvelles, choses, chaque jour et
Ce qui est intéressant, c'est de les aider à, faire, de l'autoréflexion sur, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui leur ressemble le plus. Moi, je pense qu'on a un énorme travers, alors peut-être pas si, vous êtes, en expatriation depuis plusieurs années avec vos enfants et que vos enfants, ils ont baigné, dans des environnements internationaux, mais on a un énorme travers, je trouve, qui est de mettre nos enfants dans des cases en fonction des matières. C'est-à-dire que quand, on va vous demander: «Alors, ton fils, ta fille, ça se passe bien à l'école?» La première réaction, ça va être de dire: «Ah bah oui, il est bon en maths» ou «Il est mauvais en français», «Oui, l'histoire géo, c'est pas son truc». Et donc en fait, vous allez qualifier vos enfants en fonction des matières et des notes qu'ils ont, alors que si vous disiez: «Oh là là, il est très bon à la résolution des problèmes, il a un très bon esprit critique, il sait très bien faire des analyses, parce qu'il sait très bien analyser, je sais pas, un texte de français», et ben là, la manière dont vous parlez à votre enfant, de votre enfant et lui, s'il l'entend, la perception que vous avez de lui va être totalement différente. Parce que ce qui va le, définir, ce ne sont pas les notes qu'il a à des matières et s'il est bon et mauvais, c'est les compétences humaines qu'il a. Et donc, ça va rebooster son estime de lui. Parce que quand vous dites à un enfant, «Tu bon en maths», versus quand vous lui dites: «Tu très bien à résoudre des problèmes» ou «Tu très curieux» ou «Tu persévérante à prendre tes erreurs parce que, il a fait, je sais pas, 3 fois l'exercice avant de trouver la solution», et ben là, vous allez pas du tout, prendre les mêmes leviers, et ça, en fait, ça va aider vos enfants à être boostés. Donc Est-ce que moi, ce que je oui? je pense à une chose, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un souci de synchronisation entre ce que les parents vont dire aux enfants à la maison et ce que le prof en classe, en fait, si les profs sont pas formés aux soft skills, et que finalement, tu vois, il y a pas le même, la même, façon d'évaluer les élèves. Du coup, Mmh. l'ado, il peut être: «Ah bah, maman, elle trouve que» ou «Papa trouve que je suis, très, je sais pas moi, assidu dans, ma façon de réfléchir», et de l'autre côté, le prof qui, lui, a pas forcément cette, connaissance ou cette, façon de parler, tu vois? Et va un peu saboter. Alors j'ai rien contre les profs, hein, le sabotage ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être un prof qui est formé aux soft skills et qui va être très à l'aise, pour dire d'un élève, ah bah toi tu es, je sais pas moi, très fort pour, réfléchir, synthétiser les choses, et à l'inverse à la maison, enfin tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Et ouais, je vois. Mais que après, moi, je pense que c'est pas tant un souci que ça, parce que si, en fait, les enfants, ils s'adaptent et ils voient très bien que, les règles de la maison, sont pas forcément, les mêmes règles que celles, de l'école, et en fait, ils s'adaptent aux attentes, des adultes, d'un côté et d'un autre. Et par exemple, si enfin, je vais donner l'exemple, moi, de la curiosité, ou non, on va dire l'esprit critique. Par exemple, moi, l'esprit critique, chez moi, c'est un truc hyper important, ça fait partie de mes valeurs. C'est quelque chose qui est très important pour moi, pour maintenir, la démocratie dans notre pays, et cetera, et donc depuis la maternelle, mes enfants, à table, quand ils vont me dire, «Il s'est passé ci et ça à l'école, on nous a dit qu'il y avait, telle ou telle chose», systématiquement, je leur dis: «Mais quelle est, la source? Qui t'a dit ça? Comment est-ce que tu peux vérifier l'information?» et cetera. Et donc, ils ont l'habitude maintenant de sourcer tout ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire: «J'ai vu dans tel, média sur telle ou telle chose ça, j'ai lu ça ou j'ai vu dans tel documentaire ce truc», et cetera. Mais c'est pas forcément ce qui est attendu par l'enseignant, et donc ils vont pas forcément, sourcer, quand ils vont parler à l'enseignant. Et moi, je ne pense pas que le fait que l'enseignant, il soit plus sur les notes et moins, sur les compétences socio-comportementales, va, en fait, être vu par l'enfant comme quelque chose, de contradictoire, mais plutôt comme quelque chose de complémentaire.
Mmh. Et je lis juste la remarque là de Catherine. La définition des profils des élèves selon leur réussite dans les matières est aussi prépondérante dans les lycées français à l'étranger autant qu'en France. Ok. Donc en fait, c'est la même chose. On est à classer en fonction de la matière et à mettre dans des cases. Ce qui, en plus, ces cases, pour moi, peuvent être assez contre-productives. Enfin, je sais pas si dans les équipes d'orientation scolaire, il y a ces discussions, mais en fait, on a aussi souvent des enfants qui ont en fait des facilités sur une matière. Et tiens, j'en discutais avec ma babysitter la semaine dernière, qui en fait adore tout ce qui est non, qui voudrait faire des maths, mais on lui a dit qu'elle avait pas assez le niveau. Alors qu'en fait, elle adore ça. Et en fait, on lui dit d'aller en littéraire, mais elle, pour elle, c'est un peu la facilité. Et oui, elle a des bonnes notes, mais c'est pas ce qu'elle veut faire. Et donc, en fait, elle est en première et elle est en train de tenir tête, même si on lui dit, oui, bon, les maths, c'est pas forcément ton truc, t'excelles pas, parce qu'il faudrait exceller Voilà, partout. c'est ça, ouais. Et donc, elle va quand même aller faire des maths. Et en fait, sous prétexte que il faut avoir des bonnes notes pour telle ou telle chose, et ben il y a certains enfants qui vont arrêter leurs rêves parce que on va leur dire vous avez pas le niveau, alors qu'en travaillant, ils peuvent très bien avoir le niveau. Et moi, je donne souvent cet exemple. Je n'ai eu que des mauvaises notes en anglais toute ma scolarité, avec que des profs qui m'ont cassé sur mon anglais. Et en fait, quand je suis arrivée chez Shell, j'ai parlé anglais tous les jours, j'ai lu des livres en anglais tous les jours, et j'ai eu une carrière internationale pendant 15 ans. Alors qu'au bac, j'ai eu 8 sur 20 en anglais. Donc, Pour certains, c'est inconcevable d'être bon en maths et en français, par exemple. C'est soit l'un, soit l'autre, oui, tu il vois? faut choisir, Il faut tout le choisir. temps. Et en tout cas, c'est ce qu'on Ouais. entend souvent, c'est, à lui c'est un matheux, à lui c'est un littéraire. Voilà, il y a Voilà, et entre on les nous met 2. dans des cases en fonction de nos Ouais. notes. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, en fait, essayer de discuter avec vos enfants en leur disant: «Mais c'est quoi pour toi les adjectifs qui te ressemblent le plus?» Donc si il va vous dire: «Ouais, je suis curieux, je suis créatif, je suis pragmatique», bah là, en fait, c'est compétences cognitives, qu'il va mettre en avant. Après, ça peut être tout, hein. Il peut, donner, beaucoup de choses différentes. S'il vous dit, «Moi, je suis persévérant, je suis motivé, je suis à l'écoute empathique des autres» et cetera, là, ça va être les compétences émotionnelles. Et s'il vous dit, moi, c'est l'esprit d'équipe, la collaboration, bah là, c'est ses compétences relationnelles. Et déjà, juste de faire cet exercice qu'on a souvent tendance à faire quand on arrive en entreprise, on se préoccupe en fait de notre développement personnel, de qui on est, de faire il y a tout un tas d'outils là en entreprise, de faire le MBTI, les 4 couleurs, le disque, machin, etc. Et en fait, on fait ça à l'âge adulte et où on est tous là en mode ah bah oui c'est vrai, oui je suis vraiment comme ça. Et en fait ça peut être bien aussi de se poser quand on est ado pour se dire bah qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me définit, quelles sont mes compétences humaines et en fait à mieux se connaître. Et quand on fait cet exercice de essayer de définir quels sont les adjectifs qui nous définissent, et deux, qu'on essaye d'aller sur nos sujets d'appétence. Qu'est-ce que j'aime faire? Ce que j'aime faire, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est dessiner, c'est inventer des chorégraphies, c'est m'informer, c'est être avec mes amis. Déjà ça donne des éléments. Ensuite, quelles sont les matières que je préfère? Et je dis bien les matières que je préfère, pas les matières où en fait j'ai des facilités et je suis bon. Parce qu'on peut être très très bon, je sais pas, en français ou je sais pas en chimie, mais en fait ne pas trop aimer ça. Voilà. Donc ça c'est aussi important. Et ensuite, voir les soft skills qui vont en découler. Donc, j'aime bien les maths, je suis bon en résolution des problèmes. J'aime bien le français, je suis bon en analyse. J'aime bien être avec mes amis, j'aime bien communiquer. J'ai mis 2 fois résolution des problèmes.
Je suis fan de sport, collectif et cetera. Bah, je suis persévérant, je m'entraîne tous les jours et cetera. J'aime dessiner et bah, ça veut dire que je suis quelqu'un de créatif et en fait, essayez de faire un parallèle entre ce que vos enfants aiment faire, les matières qu'ils aiment et les compétences qui sont associées à ces activités et à ces matières. Et en fait, quand vous avez fait ça, ça vous permet en fait de faire un bon bilan d'orientation pour révéler toutes ces compétences. Et ce qui est intéressant, c'est dans ces bilans d'introspection, c'est que votre enfant, il vous donne son avis, mais que vous lui donniez aussi votre avis ou même l'avis de ses amis. Moi, je me rappelle, chez Shell, tous les ans, j'avais ce qu'on appelle le 360 degrés feedback et je devais demander à 15 personnes ce qu'ils pensaient de moi. Et dedans, j'avais le droit de mettre mes amis, ma famille, mes parents. Et c'est vrai que, et moi je le vois, parce qu'on a cet exercice chez Soft Kids for Family pour les primaires, et la plupart du temps, les parents nous disent la manière dont moi je le vois, c'est pas du tout la manière dont lui il se voit. Et il y a toujours des discussions pas possibles pour dire non mais je comprends pas, il est hyper organisé, il prépare son goûter tout seul, il s'habille tout seul, il connaît son planning, et en fait il me dit qu'il est pas organisé du tout. Donc en fait, le fait d'avoir cette discussion entre la vision parentale et la vision de l'enfant va aider en fait aussi l'enfant à mieux se voir, à mieux se connaître. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de voir quelles sont les valeurs de votre enfant, qu'est-ce qui compte pour lui, quels sont les facteurs de réussite. Et juste pour ça, je fais une petite parenthèse et je sors de ma présentation. Je voulais vous montrer l'enquête qui a été réalisée l'année dernière par Higher Education for Good, et c'est une ONG qui, en fait, tous les ans, interroge les jeunes à travers le monde entier sur leurs aspirations, ce qu'ils veulent faire, etc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que d'un continent à l'autre, c'est pas les mêmes aspirations, et aussi, ça permet un petit peu de mieux comprendre ce que veulent nos jeunes et ce qu'ils recherchent. Et donc là, par exemple, vous voyez que pour construire le futur qu'ils souhaitent, qu'est-ce que les jeunes pensent qu'on devrait apprendre à l'école? Et ben, quand ils sont en Amérique du Nord, ils disent des valeurs de vertu personnelle, la protection de l'environnement, les sciences sociales à 23, 17 et 16%. Quand ils sont en Europe, ils vont vous dire les valeurs de vertu personnelle, mais à 30%, c'est beaucoup plus haut, et la protection de l'environnement, qui est beaucoup plus haut. Et par exemple, s'ils sont au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, ils vont vous dire que la première chose, c'est les valeurs à 25%, et la protection de l'environnement n'est même pas présente. Donc en fait, selon aussi où ils sont, ce qu'ils vivent, quel est leur quotidien, ils vont pas du tout avoir les mêmes aspirations. Et aussi ce qu'on voit, alors je vais vous donner comment ils voient le futur. Et moi, je suis toujours très intéressée par les enquêtes où je vois qu'en fait, il y a entre les parents et les enfants, par exemple, il y a une enquête là qui est sortie récemment. La priorité numéro 1 des enfants, alors là, c'était sur des collégiens. Leur priorité numéro 1, à 34%, c'est de bien gagner leur vie quand ils seront grands. La priorité numéro 1 des parents pour leurs enfants, à 70%, c'est qu'ils fondent une famille. Mais fonder une famille, c'est que 17% des priorités des enfants. Donc c'est aussi pour vous dire que les parents sont énormément dans la projection, et que la manière en fait dont vous projetez l'avenir de vos enfants, c'est pas du tout la même manière que ce que eux ils projettent. Et là, quand on voit ce que je pense au futur, ce que je souhaite pour moi-même, en fait, en Amérique du Nord et en Europe à 36-33%, c'est le bonheur personnel. Au Moyen-Orient, c'est la réussite individuelle, en Asie, en Afrique et en Amérique. Et après, en numéro 2, on va avoir la situation financière pour l'Amérique du Nord, alors que la situation financière, elle arrive en numéro 4 pour l'Europe et l'Asie.
Et le Moyen-Orient, ça va être en numéro 3 et l'Asie, à chaque fois, ça arrive dans les derniers, la situation financière. Donc en fait, en fonction de là où on grandit, quelles sont les valeurs, ce qu'on voit au quotidien, et ben en fait, le futur qu'on pense vouloir avoir est totalement différent. Voilà, c'était pour une petite une petite pause dans la présentation, mais je trouve ça intéressant aussi quand on a ces discussions sur le futur de nos enfants, de prendre aussi en compte que cette génération, elle a une vision qui est totalement différente pour plus tard. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, sur quels sont les soft skills et ce qu'ils aiment, quelles sont leurs appétences. Et ben, les soft skills plus ceux que j'aime va pouvoir commencer à définir un petit peu un métier. Donc, imaginons, il vous dit qu'il est créatif, qu'il aime bien l'art plastique. Ce qu'il aime faire, c'est imaginer des nouveaux projets. Par exemple, je sais pas, il adore faire des vidéos pour Instagram ou pour TikTok, ou il aime monter des projets artistiques avec ses amis. Vous pouvez commencer à parler, je sais pas, d'être designer. Il vous dit qu'il est hyper rigoureux, qu'il aime les mathématiques, qu'il adore trouver des solutions, peut-être qu'il pourrait être ingénieur. Il vous dit que son premier soft skill, c'est l'empathie, ou alors que ses amis lui disent que il est toujours à l'écoute, ou elle est toujours à l'écoute. Il aime bien les sciences de la vie, il adore aider les autres, il peut être psychologue. Ensuite, il est curieux, il adore l'histoire, il aime poser des questions, il peut être journaliste. Donc voilà, ainsi de suite. En fait, juste le fait de poser ses soft skills, ses compétences et d'aller en fait voir les matières où il y a une appétence et ce qu'on aime faire au quotidien dans sa vie, imaginer des projets, aider les autres, poser des questions, travailler en groupe, écouter des histoires, ou même travailler seul. Ça peut être aussi il y en a beaucoup qui préfèrent travailler seul qu'en groupe. Ça va permettre aussi d'aider à se projeter dans un métier. Donc en résumé, et après on va passer aux questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que les soft skills sont essentielles. Elles complètent les compétences scolaires et sont au cœur de l'orientation et de la réussite dans un monde qui évolue tout le temps. Que chaque ado a ses forces, les compétences humaines comme la curiosité, la coopération, la créativité, vous pouvez les repérer au quotidien, même si elles ne sont pas dans le bulletin scolaire. En fait, il faut pas regarder que le bulletin scolaire. Un bilan d'orientation va vous permettre de vous éclairer sur les valeurs, les talents de vos enfants. Moi, ce que je dis toujours à tous les enfants, tout le monde a un talent. Là, il y a pas longtemps, je vous donnais un exemple peut-être un peu random, mais j'ai un podcast qui s'appelle Génération Parents qui décrypte la parentalité du 21e siècle. On a fait tout un épisode sur les kidspreneurs, donc ces enfants là qui développent des chaînes YouTube et en faisant ça, j'ai été un petit peu regarder quels étaient les influenceurs et j'en ai discuté avec mon fils aîné et j'ai trouvé 3 jeunes qui ont développé une chaîne YouTube sur les Pokémon. Mais la chaîne, elle cartonne, ils ont des millions d'abonnés, ils vont revendre des Pokémon, etc. Donc voilà, leur talent, c'est d'arriver à connaître tous les Pokémon et à arriver à le monétiser. Donc tous nos enfants ont des talents. Et l'orientation est une aventure. Ce qu'il faut aussi pour aider à dédramatiser, c'est de dire que l'important, c'est d'apprendre à apprendre à désapprendre, à avoir confiance en soi et que là, ce qu'ils vont prendre comme décision en matière d'orientation, c'est pas une décision pour la vie, c'est une décision qui peut changer. Et donc, je terminerai par ce que je disais dans mon post LinkedIn hier, c'est s'orienter, c'est pas juste choisir un métier, c'est apprendre à se connaître et à tracer son propre chemin.
Donc voilà, pour aller plus loin, vous pouvez retrouver aussi tous mes conseils pour développer les soft skills des enfants, donc préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain, où j'explique de manière très pratique comment développer les soft skills à la maison, et j'en prends 15. J'ai mon podcast Génération Parents qui est sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast qui sort tous les mercredis, et j'ai une newsletter qui sort tous les dimanches. Voilà. Et là, je peux répondre à toutes vos questions. Alors, merci beaucoup Solène. J'ai passé un super moment, vraiment. J'étais en train d'écrire sur WhatsApp à Mathieu qui est mon associé et un ami aussi, que c'était super intéressant, que j'apprenais des trucs. Donc merci. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, messieurs? Alors, est-il possible de nous envoyer la présentation? Alors, tout sera publié sur YouTube en replay. Donc, vous pourrez revoir cette présentation sur la chaîne YouTube de Axiom Académique. Voilà, donc ça répond à cette question. Alors, est-ce que vous avez voilà, des questions? Dans quelle situation vous vous trouvez? Est-ce que le fait de vivre alors, on a une audience très internationale, donc je pense que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, qu'on soit à Melbourne, à New York ou à Dubaï. C'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes, la même culture, c'est pas et dans quel, est-ce que vous entendez parler de soft skills autour de vous? Est-ce que, en Australie, par exemple, c'est un sujet qui revient, enfin qui est abordé, pareil pour, ceux qui sont au Moyen-Orient? Enfin, j'essaye, hein, de trouver des si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, hein, j'essaye juste de mettre un peu de peu un peu d'huile. Les soft skills et les ados à besoins spécifiques. Ah ça, c'est intéressant. Les ados à besoins spécifiques, donc j'imagine que c'est les Les 10, TDAH, les les 10. TDAH, les HPI, les autistes, donc qui ont des troubles, du spectre autistique. Ça, c'est vrai que ça, c'est aussi vachement intéressant, je pense, à peut-être ça c'est des cas particuliers. Bah, c'est mon épisode de Génération Parents qui a été la plus vue sur YouTube. C'est celle sur les troubles du neurodéveloppement avec Fabrice Pastor, que je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de Soft Kids. C'est vraiment un sujet qui passionne beaucoup de monde, et moi ce que je dis, c'est que ce n'est pas un sujet à la mode comme certains voudraient nous le faire croire en disant qu'on surdiagnostique, etc. C'est juste qu'en fait avant on disait non mais votre enfant il est pas fait pour l'école, il est pas bon, et en fait aujourd'hui on est juste capable d'identifier ce qu'on n'était pas capable d'identifier il y a 20-30 ans, et donc de mieux accompagner ces enfants, parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que dans une classe, il va y avoir un 10, un TDAH, un dyspraxique, un dysorthographique, un HPI, voilà, et donc il faut être capable de les identifier pour bien les accompagner. Tu vois, Steph, ça doit être Stéphanie ou Stéphane, dit que, en Australie, 200 de soft skills, du coup, les hard skills sont carrément relégués au second plan. Bah, je suis pas étonnée. Merci. Mais Après, c'est les préconisations de l'OCDE et du directeur de l'éducation de l'OCDE, hein. Le directeur de l'éducation de l'OCDE dit en fait, faut absolument, il a fait un énorme plaidoyer pour inviter tous les pays du monde à transformer leur modèle éducatif pour y mettre les soft skills, quoi. alors ça, on entend beaucoup parler de soft skills par le biais des écoles anglophones. C'est à Dubaï ça. Ça, c'est à Dubaï. Oui, bah, Dubaï, c'est ce que je disais au début, il y a énormément d'offres, éducatives, anglo-saxonnes, et c'est vrai que les soft skills, c'est quand même, en France, pas du tout, enfin, enfin, je trouve pas qu'à l'école, en tout cas, on aborde beaucoup ces Ah sujets. bah non, mais on l'aborde pas. En fait, on va parler un peu de l'esprit critique. Depuis cette année, on parle de l'empathie, même Remercier, pas. tenir la porte, vraiment le b.a.-ba quoi des soft Non, skills. même pas, ça relève, ça pour l'école française, ça relève du rôle des parents.
Donc, Alors en Tunisie est à la mode aussi, le ouais, sujet. mais en fait, C'est au Maghreb, d'une manière générale, enfin moi j'ai une alerte soft skill Google depuis plus de 15 ans. Et en fait, ça fait 5 ans que j'ai énormément d'articles du Maghreb et que je vois que c'est vraiment devenu un sujet intégré dans l'éducation dans tous les pays du Maghreb. Ça va être intéressant de suivre, justement comment chaque, culture, chaque pays va s'approprier, cette, nouveauté. Enfin, je sais pas si on peut parler de nouveauté, mais en tout cas ce sujet. Mmh. Heu, c'est un ouais. Et vous d'ailleurs, mesdames, messieurs qui nous écoutez, parce que tout à l'heure j'ai fait afficher, une petite bannière où je vous demandais, quel était votre, finalement votre, soft skills qui vous définirait le mieux. Personne n'a répondu, bon je comprends, c'est pas, tout le monde n'a pas envie de participer. Mais, est-ce que vous vous remettez en question? Est-ce que vous-même vous êtes, avant parce que là on parle évidemment des ados, on parle de nos enfants, mais bon, il y a aussi les adultes finalement, faut montrer l'exemple. Non, mais les adultes, ils en prennent conscience. Enfin moi, les retours que j'ai et de mon application et de mon livre, c'est qu'à chaque fois, bah, ça fait énormément réfléchir, les parents et les adultes. Mon livre, j'ai aussi pas mal, j'ai quelques personnes qui n'ont pas d'enfants qui l'ont lu et qui m'ont dit: «Mais j'ai énormément réfléchi à mes propres soft skills, à mon éducation, et ça m'a fait revoir, pas mal de choses sur moi-même». Mmh. Mais on revit de toute façon un peu tout à travers nos enfants. On revit l'école, on revit, j'ai l'impression, c'est un 2e cycle, mais cette fois-ci, on n'est plus, acteur, mais on est, spectateur et supporter. J'ai pas d'enfant encore, donc je sais pas, mais Mmh mh. ce que c'est, mais j'imagine que ça doit être quelque chose de, voilà, d'être, comme inquiet, pour, l'avenir, la réussite de ses enfants et je sais pas si j'ai hâte, mais bon, ça va arriver un jour. C'est La sûr. coopération, la créativité, l'empathie. Ah bah, ça c'est voilà, est-ce que c'est, des soft skills qui sont, appréciés en entreprise? Oui, Ah mais forcément. grave. L'empathie et même, alors pour les leaders, pour les managers, il y avait une étude Forbes qui disait que c'était la, compétence numéro 1 cherchée pour les managers, du XXIe siècle. L'empathie, ah oui, mais Ouais. pour moi tout le monde est empathique. Je sais pas, je vis dans un monde de bisounours peut-être, mais pour moi tout Bah, vu je ce suis qu'on voit en entouré ce moment à la télé, je sais pas, je pense qu'il y a 2 équipes quand même. mais je dois être entouré, et je dois regarder que des trucs, de empathiques. J'ai du mal à même imaginer, tu vois, de la méchanceté ou alors l'inverse d'empathie, c'est pas méchanceté d'ailleurs, c'est quoi? L'inverse d'empathie, Les l'inverse de l'empathie, bah, après, enfin, de l'empathie, ça va avec l'intelligence émotionnelle, pardon. Je fais des lapsus, pas possibles. Et en fait, bah, on va pas il y a pas de mot, c'est plutôt, on va dire, il y a un manque d'empathie, il y a pas d'empathie il y a et pas c'est d'empathie, juste c'est quelqu'un l'absence. qui n'arrive pas à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est tout, quoi. Alors la créativité organisationnelle, ça c'est, 2 mots qui pour moi vont pas du tout ensemble. Bah, si on arrive à être créatif dans son organisation, à faire quelque chose de nouveau, pourquoi pas? Mais je trouve ça amusant comme, la créativité organisationnelle. Ah, l'apathie, ouais, Ah. heu, bah, absence de. Avez-vous des références de jeux de Ah oui, société, l'apathie. à ne pas confondre avec, Jean-Michel Apathy, chroniqueur. Alors, avez-vous des références de jeux de société, de jeux de rôle? Alors, bah, déjà, moi, je peux répondre, hein. Il y a l'app de Soft Kids. Bah, alors, c'est une app, du coup, c'est sur Ouais, le alors, téléphone. l'app, à destination des familles, elle va jusqu'à la 6e et en fait, sur, les terminales, c'est, l'app, à destination des collèges et des lycées. Parce qu'en fait, il est pratiquement impossible de concurrencer,
on va dire les jeux vidéo et les réseaux sociaux auprès des lycéens avec une application ludo-éducative. Donc c'est pour ça que c'est fait dans le cadre scolaire et pas dans le cadre privé, mais dans le cadre privé, on va jusqu'à la 6e. Et sinon, en fait, des jeux de société, il y en a plein, ça dépend quel soft skill vous voulez développer. Je sais pas, vous allez faire des échecs, votre enfant il va développer sa persévérance. Vous allez, je sais pas, faire une partie de Kems, ils vont développer la collaboration parce ils seront par équipe. Voilà, il y a en fait, tous les jeux de société développent 1 ou 2 ou 3 soft skills, quoi. Moi, par exemple, au Monopoly, je sais pas pourquoi, mais j'avais jamais le droit de faire la banque, tu vois. Mais j'ai jamais fait la banque au Monopoly, mais jamais. Je sais pas. Je le prenais très mal. Alors qu'en plus, je suis scientifique plutôt. Ouais. Enfin, j'étais bon en maths. Ça dépend avec qui on joue, hein, si on est Comme quoi, le pour être banquier, faut pas forcément être bon en maths. Il y a d'autres soft skills qui rentrent en jeu. c'est ça. Genre la confiance, par exemple. Alors, moi, j'avais une question, mais j'ai oublié. Ma question, c'était quoi? Ah oui, est-ce que, toi, comme ça, voilà, est-ce que tu penses qu'on peut développer des soft skills en scrollant sur les réseaux sociaux? Oui. Par exemple, j'étais en conférence avec des lycéennes il y a pas longtemps et je leur ai demandé à chaque fois qu'elles étaient sur TikTok, chaque jour d'essayer de trouver au moins 1 à 2 choses à aller vérifier en termes d'informations pour développer leur Ouais, esprit critique. l'esprit critique, d'accord. Ouais, donc les réseaux sociaux, ça va être, alors après, ouais, il y a l'esprit critique. Je pense qu'il y a aussi, peut-être être bienveillant dans les commentaires, tu vois? Est-ce que, Oui. Pareil, l'empathie, heu, on en a énormément besoin sur les réseaux sociaux. On en a énormément besoin. Il y a l'empathie, il y a la confiance en soi, se dire: «Ah là là, ce que je vois, c'est c'est des paillettes, c'est pas la vraie vie», ne pas se dévaloriser par rapport à ah ça. oui, Donc oui, dans essayer de ce sens-là, développer ouais. sa confiance en soi, en scrollant, prendre du recul par rapport à ce qu'on voit. Ouais, c'est ça, prendre du recul. Heu mais après, enfin, au-delà des soft skills, moi, je travaille aussi beaucoup sur le sujet du numérique et de l'impact des écrans sur les enfants. Et aujourd'hui, je pense que le vrai cheval de bataille, c'est d'avoir une utilisation bah, raisonnable et raisonnée des réseaux sociaux, en aidant nos enfants à, en fait, dompter l'algorithme et ne pas, en fait, consommer que ce que l'algorithme nous donne, mais travailler son flux de réseaux sociaux pour avoir quelque chose qui est, qui leur ressemble avec ce qu'ils ont envie de voir, et pas avoir un scrolling passif de ce que Ouais. l'algorithme a décidé de nous montrer, quoi. Alors ça, c'est un sujet, c'est le contenu qu'on consomme via les réseaux sociaux, mais il y a Mmh. un autre sujet par rapport aux réseaux sociaux, c'est l'addiction. C'est-à-dire que même Ouais. si tu es, dans un contenu, enfin, que tu visionnes du contenu sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, un contenu, on va dire, éducatif. Enfin, moi, le premier, je regarde énormément de trucs sur les Mmh mh. entrepreneurs, Mmh. sur l'entrepreneuriat. Mais par contre, je j'arrive pas à m'arrêter, tu vois? Il y a un côté, Ça, c'est heu l'autodiscipline, hein. et non, et en fait, c'est un autre truc, il y a un bouquin comme ça, je sais pas si vous connaissez, c'est, Mmh mh. c'est un ancien de la Silicon Valley qui a bossé dans l'une des grosses boîtes, Facebook, je sais plus laquelle c'est, et qui explique en fait comment ces réseaux sociaux ont été conçus. Et enfin, c'est pas nouveau, si vous êtes intéressé au sujet, vous savez que c'est lié à la dopamine, c'est lié à des sujets, enfin, c'est un sentiment de on reçoit une récompense en fait, Mmh mh. alors ça, c'est quand on poste plutôt. Quand on poste, on reçoit des likes, on reçoit des récompenses, mais quand on Mmh mh. regarde, il y a le côté aléatoire de quelle va être la prochaine vidéo, et donc Mmh mh. ça aussi.
apparemment, ça joue sur le suspense, quoi. Comment, et donc tu as toujours envie de Ouais. voir plus, plus. Et tout Mmh ça, mh. malheureusement, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très scientifique. C'est prouvé, que, ça déclenche quand même des addictions, Mmh comme mh. tu peux être addict, à la cigarette si tu es Ah beh, fumeur, bien sûr. et donc ça, c'est, tu vois, un autre sujet. Il y a le contenu, qu'est-ce que je consomme, mais ensuite, c'est comment je le consomme et comment j'arrive à m'arrêter. Mmh mh. Alors je sais pas si on est dans les soft skills là, mais certainement aussi. C'est l'esprit critique peut-être, ou Non, 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 c'est vraiment là, on est dans l'autodiscipline et le pouvoir des habitudes et moi, je vais donner un exemple. J'ai pendant des années, pendant plusieurs années, je pense 2-3 années, je scrollais le soir et le jour où j'ai décidé que mon téléphone ne passait plus, ma chambre et qu'il restait dans mon entrée, j'ai arrêté de scroller le soir. ou alors tu es resté dans ton Donc entrée jusqu'à 2:00 du matin. non, c'est, je vais me coucher, je le pose et puis je lis un livre plutôt que de scroller et donc ça, c'est voilà, c'est l'autodiscipline et c'est les habitudes. Mmh. Et après, enfin, moi, par exemple, mes enfants, ils ont des temps d'écran alloués, par type d'écran, donc jeux vidéo, télé et en fait, on est incapable à ces âges-là de savoir le temps qui passe. Enfin, c'est pas le cerveau est pas câblé pour, donc en fait, ils mettent des alarmes. Ouais, et ils arrivent à s'arrêter quand tu leur dis: «Stop», Oui, c'est ouais, stop. ouais. Et tu leur demandes, de faire un petit feedback, un petit retour sur l'expérience qu'ils viennent d'avoir, du style, «Bon, bah, là, tu viens de jouer pendant 1 heure à la console, qu'est-ce que tu as appris, ou Ah quelle oui, émotion t'a traversée? Tiens, tu as été agacé parce que, je sais pas, tu as perdu une vie, ou parce que je sais pas à quoi ils jouent, mais tu as perdu oui, la oui. course mobile». Et justement, parce que ça peut être aussi ça, au lieu d'interdire, c'est, mettre des limites et derrière en profiter pour utiliser ça comme un levier de réflexion et Mmh mh. d'apprentissage, de soi-même, de ses Ouais, émotions, ouais. Bah, j'en parle beaucoup dans mon livre, il y a tout j'ai un pas lu, hein, chapitre sur, pas bien. sur il est disponible, dans le monde entier, via Amazon, parce que j'ai pas mal de photos de gens qui l'ont, acheté, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, enfin, oui et donc j'ai fait tout un chapitre sur l'attention et la concentration, l'explication de l'économie de l'attention, Ouais, comment, décrypter tout ça avec nos enfants, les pubs, les influenceurs et cetera. Voilà. très bien. Bon, bah, le webinaire est en train de se transformer en podcast. C'est pas le but, mais bon, après, il faut qu'il y a les gens ne se déconnectent pas, donc a priori, les sujets, les concernent, et voilà, ça va être, ça fait 1 heure, Mmh. qu'on est ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment, toutes et tous. Toi aussi, Solène. Oui. Je propose de vous rendre à votre week-end, parce qu'on est samedi. Donc peut-être que c'est le moment de passer un peu de temps en famille, justement. Merci Marie. Voilà, Merci et à donc tous. n'hésitez pas à nous suivre, du coup, sur, nos réseaux sociaux respectifs. Est-ce que, Solène, je te laisse le mot de la fin? Écoutez, moi, je suis, très, disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur LinkedIn. Je réponds, généralement à tout le monde. Alors là, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes, mais bon, même si je mets 2 semaines à répondre, je réponds. Voilà. Attends, il y a une dernière question. On va y répondre parce que, bah, c'est Catherine, justement, c'est notre directrice de l'orientation scolaire. Ouais. Pensez-vous que le nouveau programme d'enseignement moral va permettre de mieux développer, les soft skills des élèves, sachant qu'il ne sera mis en place qu'en 2026? Est-ce que tu as un avis sur la question? Je pense que ça peut être bien si on forme les enseignants et en fait, le problème numéro un, c'est la formation des enseignants. C'est bien beau d'envoyer un mail en disant: «Il y a un nouveau programme, merci de l'appliquer». Mais si, on n'est ni formé et si on n'a, ni le temps dans les programmes, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc mais je salue le fait que ce soit mis dans les programmes. Très bien. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous encore, Merci. et rendez-vous, à nos prochains webinaires, événements respectifs, sachant que nous, on fait des webinaires tous les mois quasiment sur des sujets,
toujours en lien avec l'éducation et tourner vers l'avenir, tourner vers un avenir un peu plus épanoui, un peu plus chaleureux, un peu plus humain. C'est compliqué en ce moment, beaucoup de changements, comme tu le disais dans ta présentation. Le monde va très très vite, on peut être un peu perdu parfois. On a l'impression d'être un peu à la traîne, d'être laissé pour compte. Quand on est parent, ça doit être pas évident non plus. Qu'est-ce que je fais de mon enfant? Comment je l'oriente? Vers quoi? On a cette responsabilité, je pense, voilà, pas de décider pour, mais en tout cas, on se dit voilà, c'est à nous de bien aiguiller notre enfant. Et donc voilà, ça doit être stressant, j'imagine. Je verrai quand ce sera mon tour. Peut-être qu'on sera plus avancé sur tous ces sujets, donc ce sera peut-être plus simple. Il y aura des outils géniaux avec des applications. Tu cliqueras et tu poseras une question et ça s'appelle ChatGPT, ça existe déjà. Tiens. Bon, en tout cas, merci à tous et merci à toi, Solène. Merci, au revoir. Et à bientôt.